les débuts et fins de films chez Orson Welles nous parlent. Pendant un demi-siècle, le nom de Welles apparaît au générique de films des années 40 jusqu'aux années 80. En tant qu'acteur, il reste longtemps associé au Troisième Homme de Carol Reed, mais tourne dans de nombreux films de studio comme Jane Eyre de Robert Stevenson ou Échec à Borgia d'Henry King, films qui serviront à financer ses créations personnelles. Telle une marque, le nom de Welles se retrouve aussi bien dans Le Génie du mal de Richard Fletcher que dans plusieurs films de John Huston, y compris dans des parodies telles que Casino Royale. Plusieurs fois en exil en Europe, Orson Welles tourne chez Sacha Guitry dans Si Versailles m'était compté, chez Abel Gance dans Austerlitz, mais aussi chez Pier Paolo Pasolini dans Ricotta et Claude Chabrol dans La Décade prodigieuse. Acteur et meneur de troupe depuis l'adolescence, Orson Welles aime célébrer les artistes dans ses génériques, comme ici à la fin de Citizen Kane, où il reprend des scènes du film, mais pas tout à fait les mêmes prises, comme une sorte de film alternatif. I think it would be fun to run a newspaper. I think it would be fun to run a newspaper. En 1942, à la fin de la splendeur des Amberson, après une gestation du film pour le moins compliquée, Orson Welles rend hommage avec sa propre voix à son équipe, comme il le fait dans ses productions théâtrales et radiophoniques. Robert Wise was the film editor, Freddie Fleck was the assistant director, Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. Notez ici l'absence souhaitée par Bernard Herrmann, car furieux que le studio ait coupé la moitié de sa partition. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production. Les génériques chez le cinéaste sont régulièrement témoins des difficiles étapes de post-production de ses films. Ils portent les stigmates d'un système peu clément avec l'artiste, en dépit des tentatives de personnalisation des œuvres et des génériques par Welles lui-même. En 1951, Othello comportait au départ un générique d'ouverture parlé, dit par Orson Welles. Hélas, le résultat d'un film est conditionné par 1000 impondérables, rappelle Ado-Kirou. On peut rapprocher un film d'un cadavre exquis, auquel ont pris part le réalisateur, le scénariste, le temps, le producteur, la censure, la publicité et même le public. Orson Welles, en 1978, reviendra depuis une salle de montage sur la fabrication de son Othello. Comme jadis Auguste Renoir, le cinéaste suggère ici que les artistes ne sont que d'éternels essayistes, cherchant, coupant, recommençant, privilégiant le possible plutôt que la conclusion fermée et définitive. Promises are more fun than explanations. With all my heart, I wish that I wasn't looking back on Othello. Dans un esprit de tâtonnement perpétuel, l'acteur et cinégraphiste Orson Welles a produit une somme importante de croquis préparatoires, dessinant en personne à la fois costumes et décors de ses pièces et de ses films. Son œuvre graphique s'étend ainsi sur plusieurs décennies, entre dessin et peinture, à l'humour et au charme qu'il conviendrait d'étudier étroitement avec ses films et mises en scène. En 1955, dans la série télé Orson Welles Sketchbook, produit par la BBC, Welles détourne les codes télévisuels et démarre chaque épisode sans musique et sans un mot, avec un dessin de lui-même, parfois très long, même pour l'époque. L'artiste offre ainsi au public plusieurs autoportraits assez amusants, le tout sans prompteur, parlant à la caméra à la manière de Guitry. You may have wondered why I look so peculiar on the television. And it's partly, I must confess to you, the fact that you see my nose as it is. Avec ses ouvertures dessinées, Orson Welles laisse penser la main, comme dirait Ionesco. On ne regardera pas ses dessins avec attention, c'est l'ensemble qui parlera. Recommencer, toujours et toujours, dire où on en est, dessiner où on en est. Des états présents suivis d'autres états présents, sans espérance d'aboutissement autre que le rire malgré tout, le rire des morts en sursis.
Dès son premier cours en 1936 jusqu'à Vérité et mensonge en 1973, Welles conçoit parfois des titres écrits à la main, réaffirmant l'atelier et le bricolé comme principe, cassant le quatrième mur codifié, grâce aussi au générique, donnant du relief, donnant de la profondeur à toute chose. Comme Cocteau, le cinéaste ne cherche pas le merveilleux, qui n'est pas un simple tour de magie. Il vient d'une erreur, syncope, hasard, inattention. Il ne prévoit pas la poésie, car quand on voit les faits, elles disparaissent. L'hypnose où le film nous engage est telle qu'il est difficile de dire où elle cesse. Orson Welles est indissociable des chorégraphies qu'il compose aux extrémités de ses films, comme autant d'affirmations de sa place de créateur. Tel ici le célèbre plan séquence d'ouverture de La Soif du Mal en 1958, qui fut jugé trop long par les producteurs et recouvert à sa sortie par un générique. L'espace de la pensée se situe entre, disait Michel Serres, porte, colle, port. La pensée va vers ou après. Elle passe par, sous, sur, à travers. Elle chemine avec, à côté d'eux, hors d'eux. Comme une danse de flammes, elle trace des voies zigzags. Les génériques chez Orson Welles, qu'il s'agisse de Macbeth en 1948, de Falstaff en 1965, ou encore d'une histoire immortelle en 1968, constituent des lieux d'incertitude et de promesses, des brumes qui enveloppent l'île du film. En 1962, avec Le Procès, le cinéaste affronte l'univers de Kafka et fait appel au couple Claire Parker et Alexandre Alexeïev via leur technique de l'écran d'épingle. Before the law, there stands a God. Avec sa voix en contrepoint, cette séquence rappellerait presque les mots de William Blake. Si on nettoyait les portes de la perception, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. That is possible, says the God. Fin et début chez Orson Welles sont souvent mêlés. Même dans La Dame de Shanghai en 1947, dans lequel la mention « Directed by » a disparu volontairement. Comme l'a dit Jean-Claude Carrière, tout être humain est une sorte de continuité passagère, un début et une fin. Il dure et il passe à la fois. Quand Welles se retrouve seul à la fin du film, démuni, sans savoir s'il survivra à la disparition, il rejoint Racine pour qui le respect qu'on a pour le héros augmente à mesure que sa silhouette s'éloigne de nous. Maybe I live so long that I'll forget her. Maybe I'll die trying. Mais s'il ne fallait parler que d'une scène d'ouverture chez Orson Welles. D'abord surnommé l'énergie publique numéro 1 par le tout Hollywood, le jeune Orson Welles, orphelin et doué d'une intelligence précoce, débute sa carrière par la grande porte, en voyant grand, trop grand peut-être, lui qui se sentait souvent comme un géant dans un monde de lutins. En 1941, c'est presque par effraction qu'il entre dans le temple du cinéma, en brûlant les étapes, en brisant les interdits, en passant outre codes et conventions, en s'affranchissant des vieilles habitudes narratives, en particulier via ses débuts et fins de film, souvent marqués par le sceau du destin, comme si tout déjà était trop tard. Accueillir le public de l'époque avec une telle série de grillages sombres, en fondu enchaîné, et culotté, et contraste avec un générique de fin, lui, très enlevé. Tout est inversé. Le jeune Welles aurait pu placer des noms et mentions sur ses images inaugurales de Citizen Kane. Il préfère nous plonger dans une semi-obscurité et dans les fréquences basses d'outre-tombe de son complice Bernard Herrmann. Cette ouverture visionnaire condense architecture et culture que le cinéaste Welles traversera durant sa carrière protéiforme à venir. Avec toujours en ligne de mire, quel que soit le point de vue où on se place, la flamme et la réflexion du spectacle. Cette lente entrée en matière de Kane se fait sans un mot, sauf un qui sera bientôt prononcé, en chuchotant, mais qui ne saurait résumer la vie d'un homme, de même qu'un générique ne saurait résumer un film tout entier. À mesure qu'on s'approche ici du récit, le mystère s'épaissit davantage encore. Jeu paradoxal et magique avec le public que Welles aime déjà tricoter et détricoter.
Patience, nous murmure-t-il. Vos paupières sont lourdes. Écoutez-moi. C'est bientôt par la voix, et la voix seule, que la légende Kane et la légende Wells vont naître et mourir, ici, devant nous, et de concert. Même si c'est cette voix unique qui signera aussi sa chute, la corde vocale d'Orson Welles, dans ses débuts et fins de film, c'est un peu comme l'âme d'un violon, pièce rapportée en toute fin de processus, ultime élément que dépose l'artisan au cœur de l'objet et qui détermine sa sonorité, sa vibration, son supplément d'âme. Le disparu, l'enseveli, l'invisible n'est pas absent. Orson Welles n'est plus. Vive Orson Welles. Maybe I was what you nowadays call a stooge, huh? Everything was his idea.